Est-ce que vous saviez que pour investir en bourse, il y a des règles? Certains décident de les franchir et perdent énormément d'argent en quelques semaines seulement, alors que d'autres reposent toutes leurs décisions sur 8 règles d'or essentielles si vous voulez gagner de l'argent en investissant. C'est par exemple le cas de Bernard, qui est un de mes patients que j'ai rencontré il y a quelques temps et qui m'a avoué en voyant nos vidéos sur YouTube avoir accumulé 750 000 € de patrimoine financier au cours des 25 dernières années alors qu'il était mécanicien auto dans un garage. Et pour ça, il a suivi les mêmes règles que Warren Buffett, Peter Lynch ou encore Ray Dalio, les règles qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors avant toute chose, sachez que les 8 règles que je vais vous présenter dans cette vidéo sont issues à la fois d'études statistiques, basées pour une grande partie sur des faits historiques et sont enseignées dans les plus grandes écoles de finance au monde. D'ailleurs, si vous épluchez plusieurs dizaines de bouquins destinés à la finance et à l'investissement sur les marchés financiers, vous les retrouverez dans quasi tous les ouvrages. Et je les ai moi-même pratiqués depuis 6 ans et à l'heure actuelle, en toute franchise, je n'ai encore jamais trouvé un seul contre-exemple. Règle numéro 1, ne jamais croire qu'on peut acheter au plus bas. C'est pour moi la plus grande difficulté en tant qu'investisseur, c'est de ne pas se faire avoir par soi-même. L'ego, c'est ce qui a fait perdre des milliards de dollars à des centaines, voire des milliers d'investisseurs pendant la crise des subprimes de 2008, persuadés qu'on était arrivé au plus bas quelques mois après le début de la crise, alors qu'en réalité, ça a continué de baisser. D'autant plus que si vous attendez d'être vraiment dans un bas de courbe dans votre définition pour commencer à investir, en réalité, il y a de grandes chances que vous investissiez jamais. La plupart des valeurs que vous allez pouvoir trouver sur les marchés financiers suivent un régime cyclique avec des hauts et des bas en fonction de tout un tas de facteurs économiques. Et si vous attendez de vraiment avoir touché le fond avant de rentrer dans le marché, factuellement, vous ne le ferez jamais. Et j'ai eu le débat il y a pas longtemps avec un de mes amis au détour d'un café qui me disait « Ouais Tim, moi j'attends vraiment que les actions américaines soient vraiment cassées la gueule avant d'investir. » Et c'était justement quelques mois après le premier confinement. Au même moment, pour ma part, suite à une vente immobilière d'un de mes appartements, j'ai placé 40 000 € sur un ETF indexé sur le S&P 500, qui est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Résultat des courses, à l'heure où je vous parle, il n'a toujours pas investi un centime. Et moi, mes 40 000 € se sont transformés en 57 200 €, soit près de 43% d'augmentation en quelques années. Alors 14% par an, même si je suis pas rentré au plus bas, c'est quand même très propre. Règle numéro 2, fuir les bons tuyaux. Le mec que vous connaissez pas, qui va venir vous voir au barbecue du dimanche, en vous disant que lui, il a mis toutes ses économies dans une action qui va exploser au cours des prochains mois. Méfiez-vous fort de cette information. Déjà parce qu'un mec qui fait all-in dans une action, il y a de grandes chances qu'il n'y connaisse absolument rien d'investissement. Et parce que la probabilité qu'au barbecue du dimanche chez votre grand-mère, vous croisiez un mec qui a des informations confidentielles sur une boîte aux États-Unis, elle est encore plus infime. Dites-vous qu'en bourse, les bons tuyaux, effectivement, il en existe, mais vous les aurez pas depuis votre 22 mètres carrés au centre-ville de Paris. Les infos précoces, les rumeurs sur les entreprises, l'état comptable de certaines, les opérations de rachat en cours, c'est des informations très confidentielles et je peux vous garantir que ce sont les très grosses banques qui se les bataillent. Et au moment où vous voyez que l'opportunité se présente, elle a déjà été saisie par des centaines de milliers de personnes avant vous. Alors comme le dit Warren Buffett, sur les marchés financiers, les miracles, ça n'existe pas. C'est uniquement en prenant de bonnes décisions calculées et maîtrisées sur la durée que vous allez générer un bon rendement chaque année pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est bien ça qui permet de s'enrichir sur les marchés financiers, ce sont des bonnes décisions cumulées sur plusieurs années qui avec le temps vont vous rapporter des rendements cumulés très intéressants. Alors n'ayez pas des dollars dans les yeux en vous disant ah putain il faut que je trouve le coup du siècle, l'action qui va faire x10 en un an. Dans 99,9% des cas vous serez perdant. Alors que votre voisin en réalisant 8% par an gentiment chaque année pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il deviendra beaucoup plus riche que ce que vous pensez. Au-delà de ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous méfier de ce que moi j'appelle les experts fauchés. Vous savez, ce genre de mec, parce que faut se le dire, c'est souvent des mecs quand même, qui connaît tout sur tout et qui va vous apprendre à investir correctement alors qu'il vient de faire un crédit pour acheter son lave-vaisselle. Règle numéro 3, ne pas chercher la performance à tout prix. C'est la principale erreur quand on se lance dans le monde de l'investissement, c'est qu'on est naturellement en fait happé sur les réseaux sociaux, sur les milliardaires traders de TikTok, comme vous avez sûrement dû déjà en voir passer. Et en fait, tout ça nous donne vraiment une fausse vision de
de l'investissement. Parce que la vérité, c'est celle-ci. Plus de 90% des traders, c'est-à-dire des personnes qui spéculent sur des valeurs boursières, ne sont pas rentables et en tout cas ne battent pas un indice de base comme le S&P 500 dont j'ai déjà évoqué dans mon exemple précédent. Ce qui veut dire qu'en investissant sur un ETF qui est indexé sur le S&P 500, comme je l'ai déjà évoqué, vous allez battre 90% des investisseurs professionnels, dont c'est le métier et qui ont fait plusieurs années d'études pour en arriver là. Et aussi, n'oubliez jamais que rentabilité importante dit prise de risque importante. Et c'est une loi fondamentale que vous devez connaître avant de vous lancer sur les marchés financiers, c'est que le plus vous allez chercher de la performance, le plus la prise de risque par définition sera élevée. Et un placement à 20% de rentabilité par an pendant 10 ans avec zéro risque, ça n'existe pas. Et la personne qui vous dit ça, méfiez-vous, va des rétro satana. Pour moi, un investisseur, c'est d'abord avant tout un gestionnaire de risque qui va passer plus de temps à minimiser ses pertes qu'à maximiser ses gains. Et c'est toujours cette balance entre le rendement et le risque d'autre part que vous devez chercher. Et c'est là aussi toute la beauté du travail d'un investissement. Et en fait, la plupart des investisseurs vont raisonner en se disant « Ah j'aimerais bien faire 10% par an par exemple ». Mais je vous invite à prendre le raisonnement inverse. Non pas à vous focaliser sur la performance que vous souhaitez atteindre, mais posez-vous plutôt la question « Comment dois-je investir si je veux limiter mon risque à moins 10% par exemple et engranger la plus grande performance possible ». Règle numéro 4, savoir diversifier sans diluer. La diversification, c'est vraiment un concept de base de tout investisseur. Tout d'abord, entre les deux grandes familles d'actifs, les valeurs mobilières d'une part et immobilières d'autre part. Mais même au sein de ces valeurs, il y a différentes familles. Pour l'immobilier, on aura l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel. Pour les valeurs mobilières, on aura tout d'abord les actions, les obligations, les matières premières. Et ensuite des sous-familles, puisqu'au sein des actions, on a les actions plutôt cycliques, les actions par secteur, le luxe, le transport, l'immobilier, le tertiaire, etc., etc. Alors certes, il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier et c'est une très bonne chose pour votre portefeuille d'être exposé à différentes catégories d'actifs, parce que dites-vous que dans le monde, en fait, l'argent ne disparaît pas. Et quand on vous dit que telle boîte a pris moins 50% de sa valeur, l'argent, il s'est pas vaporisé en claquant des doigts et on sait pas où il est passé. C'est le jeu, encore une fois, des vases communicants. S'il n'est plus dans cette valeur-là, c'est qu'il a été transféré ailleurs. Mais la quantité d'argent reste la même. La diversification, ça a notamment un intérêt pour limiter votre risque, puisque si le marché des actions n'est pas au beau fixe, parce que les taux d'intérêt augmentent, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, alors l'immobilier, par exemple, peut contrebalancer les obligations d'État, les obligations d'entreprise. Et cette notion de répartition de patrimoine est, on va dire, le dada des gestionnaires de patrimoine professionnels. En revanche, la diversification à outrance, ça va aussi dégrader votre performance. Puisque si, certes, vous avez investi sur une action X qui a fait x10 en un an, et que vous n'aviez que 1% de votre portefeuille investi dessus, certes, vous avez gagné de l'argent, mais au final, 1% de votre portefeuille qui fait x10, ça ne fera pas une grande différence. Alors vous vous posez la question, ok Tim, c'est super, mais comment est-ce que je sais si je suis assez diversifié, pas assez diversifié? Et pour répondre à votre question, je vous invite à étudier ce qu'on appelle le profil d'investissement. J'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici, qui est complètement dédiée à ce sujet, et en la regardant, vous verrez qu'en fonction de vos goûts, de vos objectifs, de vos projets, et surtout de votre appétence pour le risque, il y aura certaines catégories d'actifs vers lesquelles vous devriez vous orienter, et il y en a d'autres peut-être qui ne sont pas du tout faites pour vous, notamment parce qu'elles sont trop volatiles ou parce que les fondamentaux ne sont pas assez étudiés, et tout ça sont des choses à prendre en compte et c'est ce qui va faire votre style d'investissement. Et c'est aussi pour ça que certaines catégories d'actifs ne seront peut-être jamais présentes dans votre portefeuille, alors qu'à l'inverse, d'autres catégories, comme c'est le cas de l'immobilier pour ma part, occupent près de 70% du patrimoine total. Règle numéro 5, savoir prendre ses bénéfices. Et j'insiste sur le mot savoir parce que c'est une vraie connaissance et une vraie compétence de savoir prendre ses bénéfices au bon moment. Alors je dois vous avouer en toute franchise que c'est sur cette règle d'or là que je suis le plus nul. Et tout simplement parce que je déteste vendre en fin de compte. Alors globalement, à ma décharge, c'est un petit peu comme tous les êtres humains de manière un peu sociétale et ce depuis des milliers d'années. On nous a appris que la richesse c'était d'agglomérer du patrimoine autour de nous et des actifs. À une certaine époque, c'était des pièces d'or, aujourd'hui, c'est des appartements et des actions Louis Vuitton. Et le principe même de vendre une partie de ces richesses pour engranger du cash et en acheter encore plus, même si ça peut paraître logique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tout ça rejoint de manière générale le concept de ce qu'on appelle l'arbitrage patrimonial, qui va consister de manière régulière à vendre une partie de vos actifs pour en acheter d'autres et pouvoir faire migrer votre patrimoine d'une catégorie à l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement une grande partie des institutions s'enlèvent
du marché immobilier au vu de la hausse des taux et des DPE qui se durcissent sur le marché français. C'est ce qui fait d'ailleurs que les prix de l'immobilier sont en train de baisser et ces institutionnels sont en train de retourner sur le marché des obligations qui avait été largement laissé à l'abandon au cours des 5 dernières années et tout ça va bouger tous les 3, 4, 5 ans en fonction de l'actualité économique et de ce qui se passe dans le monde. Et alors entre nous, je suis sûr que vous avez déjà eu un pote, en tout cas c'est mon cas, qui vous a dit ouais mais Tim, t'achètes des apparts, etc. mais au bout d'un moment tu pourras plus emprunter pour acheter. Eh bien en fait ça c'est complètement faux, puisque la stratégie n'est pas d'acheter jusqu'à être bloqué, mais bien d'acheter le plus possible au moment où vous êtes bloqué, peut-être de revendre un appartement, de revendre des placements que vous aviez sur une assurance vie, d'engranger du cash, de repartir sur un nouveau projet, de financer la croissance de votre entreprise. Et c'est cette gestion des différentes catégories qui va vous permettre de progresser à vitesse grand V. Alors un adage très connu qu'on utilise sur les marchés financiers dit qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Une très belle formulation moyenâgeuse pour dire que quand tout va mal et qu'on est dans des plus bas, c'est là où il faut avoir du cash nécessaire pour acheter parce que c'est là où on fait les plus belles culbutes. Et je peux vous garantir qu'on en a bien profité pendant la crise du Covid-19. Et à l'inverse, il faut vendre au son du clairon, c'est-à-dire que c'est quand tout le monde veut acheter qu'il faut vendre, puisque c'est là où les prix seront les plus élevés. Mais naturellement, l'instinct humain vous poussera à avoir envie de céder vos positions quand ça ira pas bien, et au contraire d'acheter quand tout ira bien, et l'idée serait de faire l'inverse. Règle numéro 6, les réussites du passé ne sont pas celles du futur. C'est la règle la plus courte à expliquer, mais aussi pour moi une des plus contre-intuitives, parce qu'on a tendance à croire que si une action d'une entreprise américaine a fait x50% au cours des 15 dernières années, alors il y a de fortes chances qu'elle continue d'augmenter au cours des futures années. C'est vrai d'une certaine façon, mais la prise en compte des performances passées, ce n'est qu'un élément qui doit vous aider dans la sélection de vos actifs, parce qu'on a vu énormément d'entreprises qui sont parties du jour au lendemain. On pense à Kodak, on pense à eBay, à BlackBerry ou encore à Yahoo, qui étaient des entreprises en pleine croissance dans laquelle des gens ont mis des dizaines voire des centaines de millions de dollars et qui en quelques mois seulement se sont fait manger sur un avantage concurrentiel. L'étude que vous devez faire avant d'investir dans un actif, il faut qu'elle soit globale et qu'elle prenne en compte plusieurs facteurs et pas uniquement le fait de parier que parce que cette table de blackjack a bien marché sur le joueur avant vous, alors il y a des chances que ça marche bien pour vous également. Règle numéro 7, avoir des convictions très fortes. Les émotions, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Et pour maîtriser ces émotions, la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'acheter un actif sans vraiment savoir pourquoi. Et je vais être honnête avec vous, c'est le cas de 90% des gens qui investissent sur les marchés financiers. J'ai d'ailleurs eu le cas il y a pas longtemps avec un membre de ma famille qui m'a dit « Ouais Tim, moi j'ai mis 10 000 $ sur Caterpillar, qui est une entreprise américaine très connue, notamment dans le bâtiment. » Et je lui ai dit « Ah ouais, super cool, c'est bien, mais qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans cette entreprise ?» Et au moment où j'ai posé la question, le but était de pouvoir discuter de ce qu'il avait fait. Ce à quoi il m'a répondu, ah bah parce que l'action elle a super bien augmenté au cours des dernières années, et puis le bâtiment on en aura toujours besoin. Mais quand je lui ai demandé qui était le patron de Caterpillar, quels étaient les objectifs futurs, est-ce que l'entreprise fait des bénéfices chaque trimestre, est-ce qu'elle verse des dividendes, est-ce que le dividende est mensuel, trimestriel, annuel, est-ce que la société a une bonne trésorerie confortable, est-ce qu'elle s'est beaucoup endettée suite à la crise du Covid-19, qui sont des choses de notoriété publique et que vous pouvez trouver en quelques minutes sur internet, et qui au moment où vous regardez cette vidéo vous paraissent évidemment super importants, et bien en fait cette personne-là n'avait pas du tout notion de ces informations, et même si elle savait qu'une entreprise qui se porte bien, c'est une entreprise qui a une trésorerie bien gonflée, et bien là elle n'avait même pas pensé à regarder quelle était la trésorerie actuelle de Caterpillar au moment où elle a acheté. Et en fait c'est là toute la différence entre l'investissement et le casino. Le casino, vous pariez sur la chance, vous mettez de l'argent au hasard et peut-être que ça marchera et que ça vous rapportera un peu de pognon. L'investissement, vos choix doivent être dictés par des mathématiques, des statistiques, des chiffres et des variables qui sont plus ou moins positives, et c'est la somme de toutes ces données que vous devez intégrer dans votre raisonnement et qui va vous permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Et ça parce que le jour où Caterpillar va pas bien se porter, qui arrivera forcément parce que comme c'est une entreprise qui évolue dans le bâtiment, elle suit nécessairement le marché de l'immobilier qui lui aussi est cyclique et qui est d'ailleurs en ce moment plutôt à la baisse. Et bien évidemment la valeur de Caterpillar va baisser
acheté. Et comme cette personne ne sait pas pourquoi elle a acheté Caterpillar, au moment où ça baissera, elle vendra. Et elle perdra de l'argent, et ainsi de suite, je vous fais pas un dessin. Alors de manière générale, même au-delà de l'investissement, c'est quelque chose qui est vrai pour les études, pour les examens, pour les formations. Pour moi, la meilleure façon de gérer son stress, c'est le travail. Le plus vos connaissances seront solides sur le sujet, le plus vous augmenterez votre confiance en vous et en votre méthode, et le plus ce sera facile d'affronter les temps pluvieux qui peuvent exister sur les marchés financiers, mais même dans la société au sens large. Règle numéro 8, un plan est mieux qu'un rêve. Je vais être un peu tranchant, mais s'il vous plaît, si vous suivez cette chaîne, je vous en supplie, ne faites pas partie de ces personnes que vous avez vues en Noël 2020 et que vous vous dites « Oh, cette année, Tim, j'achète mon premier appartement. » Et puis au final, l'année s'est passée et dans la vie de cette personne, rien s'est passé. Et vous l'avez revu au Nouvel An 2021 et elle vous a dit « cette année, Tim, je place au moins 10 000 € en bourse. » Et je suis sûr que vous connaissez ce genre de personne, peut-être même que vous en faites partie, qui au final a beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, mais qui n'a encore jamais passé le cap de mettre en place un plan précis, une recette de cuisine qui va lui permettre de se mettre à table et de cuisiner. Je peux vous garantir que si le patient que j'ai vu, qui était mécanicien auto, qui est arrivé en France en étant immigré d'un autre pays, qui savait ni lire ni écrire, a réussi à se construire un patrimoine de près d'1 million d'euros, alors tout le monde peut le faire. Et une fois que vous serez passé de l'autre côté, vous vous poserez la question, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Parce qu'on va pas se mentir, surtout aujourd'hui, en 2023, avec quelques milliers d'euros investis sur les marchés financiers, 2 ou 3 apparts qui se payent, qui s'autofinancent, qui vous rapportent un peu de cash flow, ben la vie, elle est beaucoup plus simple. Donc les amis, continuez de rêver, c'est une très bonne chose, mais passez à l'action massivement avec un plan clair et réfléchi. Et pour ça, surtout, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir un maximum de connaissances et vous lancer. J'essaye à chaque fois de vous donner une vision la plus simplifiée possible sur des concepts qui parfois dans les bouquins ou sur d'autres chaînes YouTube peuvent paraître un peu obscurs. L'objectif étant non pas de faire de vous des experts de l'investissement, mais de faire votre bonhomme de chemin et d'atteindre votre liberté financière. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que quelqu'un autour de vous en a besoin. Ça nous permettra de faire grossir la communauté et d'aider encore plus de personnes. Et en tant que patriote, je peux vous assurer que la France en a cruellement besoin. Je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.